Je travaille dans les sciences de l'évolution. J'ai dirigé pendant 8 ans au Muséum national d'histoire naturelle un département de recherche qui s'intitule Systématique et évolution. C'est le lien entre l'évolution biologique et la classification du monde biologique. Et en tant que chercheur en évolution, j'ai toujours été frappé par cette idée qu'une théorie scientifique structurante, vraiment structurante en biologie, en anthropologie, en paléontologie, soit si mal comprise à travers les publics de tous les pays, mais c'est pas seulement qu'elle, si encore elle était mal comprise seulement, mais c'est surtout qu'elle est combattue, et politiquement combattue, avec une cible qui n'est pas évidemment les laboratoires scientifiques, mais la cible que sont les écoles. La véritable bataille contre l'évolution, c'est une bataille scolaire, dans quelques pays qu'on soit. Et donc, ça c'était mon premier étonnement, et j'ai envie de dire mon premier engagement à aller vers les publics en leur disant attention, il y a des choses qu'on vous sert comme de la science et qui n'en est pas. D'ailleurs, Hervé Schubert, ce soir ici dans la salle, avait collaboré avec moi il y a 20 ans à un ouvrage commun dont le titre était Intrusion spiritualiste et imposture intellectuelle en sciences. Voilà un titre bien qui n'est pas vendeur du tout, hein, bien sûr, mais qui était clair au moins sur son... Enfin, qui est clair, bon, en tout cas, qui voulait être clair sur l'objectif du bouquin. Et c'est toujours dans cet esprit, ce soir, parce que de nouveau, que je me présente devant vous, parce que de nouveaux phénomènes se manifestent, non pas en provenance d'organisations politiques ou de think tanks, comme on dit aujourd'hui, conservateurs américains ou d'autres pays. Non, la contestation de l'évolution, elle vient de la bouche des élèves de nos écoles. Depuis maintenant peut-être à peu près entre 7 et 10 ans, on le voit dans les journaux, hein, il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites. Il y a une recrudescence dont témoignent les enseignants du secondaire, une recrudescence de la contestation du contenu même de l'enseignement dans l'espace de la classe, par les élèves. Et les enseignants peuvent s'en trouver par moments déstabilisés, parce que nous avons vécu, certainement, pour beaucoup d'entre nous dans cette salle, nous avons vécu dans une ère où il a toujours semblé naturel d'enseigner des sciences à l'école, et il a toujours semblé naturel d'accorder sa confiance à l'enseignant. Tacitement, le contenu de l'enseignement était conçu comme un bien public, ce qui incite l'élève à faire en première instance confiance à son enseignant. Mais le monde change, et dans une carrière de chercheur ou dans une carrière de citoyen, on est confronté aujourd'hui à ce fait que ce n'est pas une majorité des cas bien sûr, mais on a une augmentation du nombre de contestations ouvertes du contenu de l'enseignement. Et tout au long de ma carrière, j'ai souhaité aussi épauler le corps enseignant dans l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Et aujourd'hui, à travers ce que je vais vous présenter ce soir, épauler le citoyen, mais aussi épauler l'enseignant du point de vue à la fois didactique et laïque sur une réponse à ces contestations. En permettant d'abord à nous, citoyens, mais aussi aux enseignants, en permettant d'abord de faire une distinction rapidement mobilisable entre une affirmation qui relèverait d'un savoir, une affirmation qui relèverait d'une croyance, une affirmation qui relèverait d'une opinion, et comment s'expriment dans nos sociétés les idéologies. Tout ça, vous pensez bien que dans l'espace d'une classe et à l'occasion de quelques phrases, faire le tri n'est pas évident. D'abord parce que ça demande à caractériser ce que sont ces mots du point de vue de la posture cognitive de l'individu, dans quelle posture il est mentale, dans quelle posture mentale il est. Et puis il y a un volant épistémologique, comment la science se fait, comment le savoir se constitue. Et j'ai même envie de vous dire, il y a un volant politique. Il y a un volant politique, c'est que l'espace d'une classe, c'est un lieu politique au sens le plus noble du terme. C'est la préparation du citoyen de demain, l'espace de la classe. Donc, pour terminer ce préambule, donc il y a comment épauler l'enseignant devant des manifestations comme celle-là. Il y a une dimension épistémologique ou cognitive, que sont les savoirs, que sont les croyances, que sont les opinions, et une dimension politique. Et c'est pour ça que j'ai mis Condorcet ici en première page. Condorcet, en 1791-92, prépare ce que sera la future école de la Première République française,
Et Condorcet, vous le savez, philosophe des Lumières, pose comme étant acquis que la raison est émancipatrice et que les savoirs vont être au cœur du contenu de l'enseignement. Je vous rappelle, pas besoin de le rappeler peut-être, mais sous l'Ancien Régime, l'Église avait le monopole de l'enseignement et on enseignait à l'école à lire et à compter, bien sûr, mais on enseignait surtout les préceptes et les prescriptions de la Bible. Vous le savez, Révolution française, séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, et dès lors que devient l'école dans un contexte où l'Église n'a plus le monopole de l'enseignement, eh bien c'est la raison, et c'est donc une décision politique, hein. Et j'ai envie de vous dire, ça c'est pas, en première instance, c'est pas négociable, c'est-à-dire que ça marche comme une règle du jeu. On est dans une république, la République française, il a été décidé un moment, et oui, ça tombe du ciel, il a été décidé un moment que ce seraient les savoirs qui seraient prioritaires en tant que contenu enseigné, et non pas l'opinion d'un enseignant, et non pas une croyance religieuse. On verra avec l'idéologie tout à l'heure. Donc, vous voyez, et comment épauler donc, de manière laïque et surtout didactique les enseignants pour faire face à des contestations du contenu du savoir. Ça pose des problèmes de légitimité, parce que on est dans un pays où il y a liberté de conscience et surtout liberté d'expression. La question n'est pas d'empêcher les gens d'objecter. La question, c'est de faire comprendre à des individus, qu'ils soient dans l'espace de la classe ou dans l'espace public, faire comprendre qu'on ne peut pas contester un savoir qui est collectivement acquis au motif qu'il n'est pas conforme à son opinion personnelle ou à ses croyances religieuses. Il y a quelque part un espèce de crime de bien public. On peut le contester formellement, mais on ne peut pas le contester en réclamant le même degré de légitimité. Parce qu'on va insister là-dessus tout à l'heure, les savoirs sont stabilisés collectivement, alors que les opinions relèvent d'abord de l'individu, de l'individuel en tout cas. Et donc, prétendre contester un savoir en réclamant le même degré de légitimité n'est pas tenable si on veut préserver les savoirs en tant que bien public. Imaginez-vous s'il fallait faire un cours de science en prenant des précautions à l'égard des représentations des uns ou des autres, de chacun, on ne ferait pas de cours de science du tout. Il y a bien un étagement des légitimités, ce qui ne veut pas dire que les légitimités doivent être monolithiques. Nous sommes légitimes en mosaïque, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels on l'est et des sujets... Et ce n'est pas un problème de dignité, ce n'est pas un problème d'humiliation que de se faire contredire, on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, sur la toile, vous avez remarqué cette revendication qui relève d'une confusion en réalité, cette revendication à ne pas être contestée ou ne pas être contredit parce que ça serait une atteinte à la dignité personnelle. La liberté d'expression se confond, l'égalité que l'on a les uns et les autres en termes de liberté d'expression se confond avec une égalité de légitimité ou une égalité de compétence même. Et ça pose véritablement un problème, c'est que s'il n'y a pas des marques de confiance vers des individus compétents parce qu'ils sont scientifiques ou autres spécialités dans un domaine donné, les diplômes par exemple, s'il n'y a pas des marques de confiance, eh bien vous ne pouvez pas construire une représentation du monde parce que vous avez besoin, pour construire une représentation du monde, de planter vos pieds dans un socle solide. Et ce socle solide, c'est précisément ce bien public dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez que les enjeux, ce n'est pas seulement l'espace de la classe, les enjeux, c'est la possibilité de faire admettre la nécessité vaccinale dans un pays, l'enjeu, c'est de faire comprendre où est l'intérêt de prendre au sérieux les affirmations scientifiques et en quoi ça nous concerne tous. Eh bien, le socle commun, on va essayer de l'éclairer ce soir. Et donc, le premier point, je vous le disais, il est à la fois cognitif, c'est-à-dire quelle posture mentale nous avons lorsque nous mobilisons un savoir, lorsque nous mobilisons une croyance qui est la nôtre, une croyance religieuse ou une opinion. Le premier critère pour arriver à faire le distinguo, si vous voulez, le premier critère consisterait à regarder si ce qui est dit est assumé à titre collectif ou assumé à titre personnel. Et on n'insistera jamais assez sur ce critère-là, en fait. Le deuxième critère consiste à examiner si ce qui est dit est endossé, peut être justifié par la personne qui affirme,
peut être justifiée rationnellement par elle-même, ou est-ce que la personne qui affirme s'en remet à une autre personne, ou à une table éditoriale, ou à un journal, quelque chose ou quelqu'un qui pour elle fait autorité. Ce qu'on appelle le principe d'autorité, c'est on s'en remet à. Hein. Alors les savoirs, typiquement, la racine étymologique du mot savoir, c'est la même racine que le mot science, si vous voulez. Quand je sais quelque chose, je peux le justifier rationnellement par moi-même. Quand je sais quelque chose, je sais pourquoi je le sais. Et donc, il y a un J dans la colonne de droite. Un J, c'est-à-dire que le savoir se repose sur une justification rationnelle. Et c'est particulièrement vrai, vous vous en doutez, des savoirs scientifiques. Les savoirs scientifiques sont des savoirs en permanence justifiés. C'est-à-dire que les savoirs ne sont stabilisés que tant qu'ils n'ont pas été réfutés. Ils sont fiables tant qu'ils ont résisté à de multiples tentatives de déstabilisation. Nous passons, nous scientifiques, notre temps à déstabiliser des savoirs antérieurs pour vérifier qu'ils sont solides, à déstabiliser nos propres savoirs pour vérifier qu'on ne se tromperait pas. Enfin, un savoir pas encore constitué, mais en tout cas un résultat qui est en train d'émerger, eh bien on cherche à le déstabiliser pour vérifier qu'il est solide. C'est pas qu'on n'en veut pas, c'est que si on le publie à la face du monde, on aimerait bien ne pas s'être trompé, d'abord parce que c'est pas spécialement souhaitable de se tromper beaucoup de fois quand on est scientifique, mais, même si on peut se tromper bien sûr, mais c'est surtout qu'on pourrait induire autrui en erreur. Et donc le savoir scientifique est légitime parce qu'il est périmable, potentiellement. Et ça, dans nos écoles, c'est pas une idée que nos élèves s'en font. Le savoir scientifique, en général, c'est conçu comme quelque chose de, comment dire, de vrai à jamais, de stabilisé à jamais, comme un peu une vérité avec un V majuscule, vous voyez. Je préférerais cette notion de fiabilité. Les savoirs scientifiques, ils sont fiables. Fiables, ça veut dire que demain, ils peuvent changer, en fait. Ils sont légitimes parce qu'ils ont résisté à de multiples tentatives de déstabilisation et que demain, peut-être, ils ne résisteront pas. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux. C'est ce qu'on a de mieux pour le moment, en quelque sorte. Donc les savoirs scientifiques, je le répète, hein, sont légitimes et ils sont surtout fiables parce qu'on sait que demain, ils peuvent changer. Donc, s'ils sont tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est ce qu'on a de mieux, en fait. C'est ce qu'on a de mieux aujourd'hui. Alors, il y a la notion de fiabilité, vous voyez, c'est une notion continue. C'est vrai que vous imaginez mal, on imagine mal utiliser cette notion de fiabilité, par exemple, sur la rotondité de la Terre. Bon, vous jouez sur les mots, la rotondité de la Terre, c'est vrai, point barre, j'ai envie de dire. Alors, face à cette intuition que nous avons, Étienne Klein, lui, utilise un autre mot. Il utilise le mot science et le mot recherche. Étienne Klein, il s'exprime à ce sujet un peu différemment. Il dit « Ce que j'appelle la science, c'est l'ensemble du corpus de résultats déjà disponibles et qui a peu de chances d'être modifié. La rotondité de la Terre, même si on sait que la Terre est légèrement plate au pôle, c'est pas demain la veille qu'on va remettre en cause la rotondité de la Terre. Donc ça, vous pouvez quand même... c'est du socle dur, quoi. Rappelez-vous quand même qu'il y a 9% des Français qui pensent que la Terre est plate. Hein. En enquête Ipsos... Fondation Jean Jaurès, début 2020. On ricanait avant parce que c'était 7% aux États-Unis. Alors on ricane souvent sur les Américains, voilà. 7%, bah oui, bah quand on s'est aperçu que c'était 9% chez nous, on ricane moins. Il y a quand même 9% de nos concitoyens qui sont convaincus que la Terre est plate. Donc cette affaire n'est pas seulement une affaire décorative, hein, ça nous concerne un peu tous. Donc la science, ça serait les résultats bien stabilisés d'un côté, et la recherche, ça serait les résultats en train de se faire, enfin la science en train de se construire, là où il y a controverse. Et naturellement d'ailleurs, parce que les scientifiques, collectivement, modifient leurs résultats grâce à la confrontation de ce qu'ils ont trouvé les uns et les autres, dans cette idée que normalement ils devraient converger vers un résultat commun, et c'est pour ça que dans la colonne de gauche, il y a un C. L'activité scientifique est une activité collective. Et ça, on ne le dira jamais assez. Toutes les entreprises de tentatives de déstabilisation du monde scientifique ou de récupération du monde scientifique ou même de contestation du contenu scientifique tendent toujours à réduire la parole d'un scientifique à l'opinion d'une seule personne. Quand on cherchera à instrumentaliser les sciences, on passera sous silence le caractère collectif de la validation de ces savoirs. Et pourtant,
c'est capital. Et c'est trivial, excusez-moi de vous dire des choses que vous savez déjà, mais comme dirait l'autre, ça va mieux en le disant. On travaille en équipe, on déstabilise les résultats de nos prédécesseurs. Pour ce faire, et puis pour justifier nos salaires aussi, nous publions dans des journaux spécialisés. Ces journaux spécialisés envoient nos articles pour proposition de publication à des évaluateurs, étrangers souvent, la plupart du temps. Ces évaluateurs rendent un avis sur l'article. Si c'est pas clair ou si c'est mal fait, faut recommencer ou faut resoumettre, faut modifier quoi. Si c'est clair, on publie. Allez, on est content, on a réussi à publier dans un journal à haut facteur d'impact. L'histoire n'est pas finie. Figurez-vous qu'un résultat scientifique publié dans une bonne revue, si jamais il n'est pas reproduit par des observateurs indépendants, il sera oublié. Rappelez-vous de Benveniste qui a fait son papier sur la mémoire de l'eau en 1986 dans Nature. Il ne pouvait pas taper plus haut que Nature. La manip n'a jamais été refaite. C'est tombé à l'eau. Excusez-moi, je n'ai pas voulu faire le jeu de mots. Hein. Mais en effet, c'est tombé à l'eau. Bon. Une manip qui n'est jamais refaite, elle est oubliée, et ça vous montre à quel point la validation des savoirs scientifiques est une entreprise humaine collective. Et quand je dis humaine, c'est que ça concerne tous les pays du monde qui veulent bien, tous les individus scientifiques, c'est-à-dire qui veulent bien jouer une certaine règle du jeu dans la confrontation entre les affirmations et le monde réel sur lequel j'agis. Pour les scientifiques, en effet, le réel est l'arbitre de nos controverses. Hein. Tous ceux qui veulent bien jouer cette règle du jeu-là, sont invités à rentrer dans la danse et la production est véritablement collective. Un article n'est pas accepté ou refusé dans un journal au motif de l'appartenance religieuse ou de l'appartenance politique du premier signataire de l'article. C'est hors champ, bien sûr. Hein. Ce qui me fait dire d'ailleurs que l'activité scientifique est une activité tacitement laïque au sens où les considérations métaphysiques n'entrent pas en ligne de compte dans l'acceptation ou le refus des résultats scientifiques. La validation passe par d'autres règles méthodologiques que je n'aborderai pas ce soir. Mais il y a des règles du jeu qui font que les scientifiques sont, et à l'échelle internationale, autonomes politiquement dans la validation des savoirs fondamentaux. Je ne parle pas des applications quand je dis ça. Les applications, c'est autre chose. Il y a une incidence économique, politique, sociale. Là, je parle de la validation des savoirs fondamentaux. Les scientifiques n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes. Si ce qu'ils trouvent est conforme à ce qu'un texte sacré aurait déjà dit, ils ne l'ont pas fait exprès. Si ce qu'ils trouvent est contraire à ce qu'un texte sacré a déjà dit, ils ne l'ont pas fait exprès non plus. Ça, je l'explique souvent à des jeunes lycéens qui pratiquent une forme de concordisme, qui viennent vous voir et qui vous disent « Écoutez, moi, ce que vous nous dites sur l'évolution, là, nous, on n'a pas de problème. Hein, le livre X, je ne le citerai pas, il dit la même chose. En fait, vous trouvez ce que le prophète X a déjà dit. On essaye de faire comprendre à ces jeunes que les sciences n'attendent pas d'être validées par un texte ou un prophète quelconque, quel qu'il soit d'ailleurs. L'autonomie dans la validation des savoirs reste capitale à rappeler à nos jeunes publics. Croyance. Alors, le mot croyance, je l'aime bien dans cette idée qu'on passe la plupart du temps à croire les autres. Si vous y réfléchissez un peu, combien de fois dans la journée vous vous êtes retrouvé en situation de croire autrui ? Eh bien finalement, c'est quasiment toute la journée. Ce matin, j'ai cru, je me suis trompé, j'ai cru que la SNCF me conduirait à la gare au bon endroit, à la bonne heure. Ça ne s'est pas passé comme ça. J'aurais pas dû croire la SNCF ce matin, je suis arrivé en retard. Mais non, comme le dit le sociologue des sciences Général Bronner, si vous ne faites pas confiance dans la poste, vous ne mettez pas votre enveloppe dans la boîte aux lettres. On passe la plupart de la journée à croire autrui, et heureusement, parce que c'est ce qui nous permet de faire société commune. Moi, je ne suis pas astrophysicien. Quand mon collègue Marc Lachaiseray, astrophysicien, me parle d'astrophysique, je lui fais confiance. Il y a des marques de confiance. Il a des diplômes, il a une carrière, il est scientifique de profession, il s'astreint à des règles de l'argumentation lui-même, auxquelles moi, dans mon propre métier, je m'astreins également. J'ai quand même tendance à lui faire confiance. Et donc, il y a un A sur la colonne de droite, c'est ce qu'on appelle le principe d'autorité. En matière d'astrophysique, Marc Lachaiseray, pour moi, fait autorité. Et ces marques de confiance, encore une fois, ce ne sont pas des monolithes. Un individu n'a jamais
la science infuse dans tous les domaines. Nos légitimités sont, je l'ai déjà dit, mosaïques. Je le répète souvent parce que y a un jeu médiatique qui s'est glissé et qui fait beaucoup de tort aux sciences. Ce jeu consiste à faire s'exprimer, par exemple, un prix Nobel sur n'importe quel sujet. Ou alors on va demander à Hubert Reeves de donner son avis sur la dernière tendance de la mode. C'est tellement fun de faire parler quelqu'un à côté de ses compétences, voyez. J'ai été scandalisé le 6 avril 2022, il y a 3 prix Nobel strasbourgeois qui ont pris la parole publiquement pour inviter leurs concitoyens à voter Macron. En quoi le fait d'avoir eu un prix Nobel vous donne un quelconque ascendant en matière électorale? Je vous pose la question. Ces gens-là ont fait beaucoup de tort, à mon avis, dans la façon dont le public va percevoir cette finesse dans les légitimités dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi c'est important, cette finesse dans la répartition des légitimités? Parce que si on brouille, si on fait ce jeu de brouillage des légitimités, on ne peut pas expliquer ensuite à nos citoyens que sur un sujet technique assez sophistiqué, l'opinion d'une personne ne peut pas avoir le même degré de légitimité que ce que dit le rapport du GIEC qui, par exemple, réunit des centaines de scientifiques qui font une synthèse bibliographique sur le travail de milliers de scientifiques. Comment expliquer qu'il y a en effet des recommandations que l'on pourrait faire sur comment accorder sa confiance si on veut tirer bénéfice du bien public qu'est le savoir, par des gens qui sont finalement, savoir sécrété par des gens qui sont payés pour ça. Nous sommes payés, excusez-moi, je prêche pour ma paroisse, mais on est payé pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance, mais dans un domaine donné, bien sûr, dans un domaine donné. Donc que des prix Nobel s'expriment publiquement en matière de prescription électorale, j'ai trouvé ça contraire à la façon dont je vois mon métier de scientifique, en tout cas. Donc autorité, heureusement qu'il y a de l'autorité. Au sens de la confiance, bien sûr, qu'on remet à quelqu'un. On espère, dans l'espace de la classe, que les élèves font confiance à l'enseignant. On espère que dans un amphi de fac, les étudiants font confiance à l'enseignant. J'espère que ce soir, avec le profil qu'a dressé Michel de ma carrière, vous me faites un petit peu confiance. Ce qui ne vous empêche pas de lever la main et de me demander de justifier ce que je dis. Et c'est pour ça que cette confiance, elle est socialement fructueuse, parce qu'elle fonctionne un petit peu comme l'antichambre du savoir. C'est là que l'espace de la classe est un espace complexe, parce que je vous l'ai dit, avec Condorcet, le contenu de ce qui est enseigné, c'est du savoir. Mais l'attitude de l'élève, dans un premier temps, c'est une attitude, on lui demande d'être un crédule consentant, mais momentané. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire confiance à l'enseignant, mais ceci ne l'empêche pas de lever la main et de demander à l'enseignant de justifier ce qu'il dit. Et de justification en justification, peut-être que l'élève, finalement, aboutira à une situation où il saura justifier par lui-même pourquoi il tient telle ou telle affirmation pour vraie. Et cette confiance, c'est la sienne à l'élève. Donc il y a un P dans la colonne de gauche, c'est ma confiance que je remets à quelqu'un ou à quelque chose, ou à une table éditoriale, ou à un site web, bref, qui pour moi fait autorité. Donc la croyance au sens générique, au sens de la confiance, elle est évidemment bénéfique. Je vous recommande chez Odile Jacob, Mathieu Farina et Elena Pasquinelli qui ont fait un livre très bien fait sur l'art d'accorder sa confiance, en fait. La croyance religieuse, elle a un adjectif, c'est l'adjectif religieux. Et dans cet adjectif, vous avez la racine étymologique du mot lien. Le lien, de quel lien s'agit-il? Alors selon les exégètes, j'ai envie de dire, il y a deux façons de voir le lien. Soit c'est le lien entre l'individu et la transcendance, ou la posture métaphysique à laquelle il adhère. Soit ce lien, c'est le lien qui unit les co-religionnaires, c'est-à-dire c'est un lien qui se rapproche d'un lien social en fait. Et donc la croyance religieuse, elle est collective, sinon on ne parlerait pas de religion et surtout pas de religion instituée, ce qu'on appelle en fait des églises. Ce qu'on appelle une église, au sens institutionnel du terme, j'ai envie de dire, c'est précisément
cette idée que ce qui est cru a été institué. Et ce qui est cru, on le reçoit d'autorité. La plupart du temps, on adopte la religion de ses grands-parents, de ses parents, de quelqu'un qu'on a rencontré. En tout cas, le A signifie simplement sur la colonne de droite ici que les religions n'entendent pas justifier leur légitimité par une justification rationnelle. Ce n'est pas du tout comme ça qu'elles entendent poser leur légitimité. La légitimité d'une religion, la plupart du temps, c'est son ancienneté, c'est son antériorité, c'est le monopole qu'elle souhaiterait avoir sur les origines de ce qui existe, et peut-être même pour certaines, ou en tout cas certaines franges conservatrices, le monopole qu'elle aimerait avoir, y compris sur les règles qui régissent la vie publique. D'où, pour les religions instituées, elles ont toutes une fraction, comment dire, conservatrice, hein. Elles sont pas évidemment homogènes politiquement, mais elles ont toutes une fraction qu'on appelle conservatrice, qui voudrait, dans les pays où elles s'expriment, prendre plus de place dans le domaine public et instituer une théocratie, notamment aux États-Unis d'Amérique. Les créationnismes pseudo-scientifiques américains disent explicitement que leur programme, c'est de préparer la théocratie aux États-Unis. Allez voir par exemple le Wedge Document de Discovery Institute à Seattle. Les gens qui ont sécrété l'intelligent design, qui a fait pas mal de bruit il y a plus d'une dizaine d'années. On en parle moins maintenant, mais le programme c'était ça, hein. C'était de convaincre les décideurs politiques, pour ceux qui le voulaient bien en tout cas, de la nécessité d'une préparation culturelle, d'un changement culturel qui préparerait donc la théocratie américaine. Donc il y a un C dans la colonne de gauche, hein, c'est une dynamique collective. Il y a un A dans la colonne de droite, c'est-à-dire on s'en remet alors s'agissant des trois grandes religions du texte, à un texte sacré, et il n'est pas censé se justifier rationnellement ce texte. Et j'ai envie de vous dire, c'est inutile de demander à un croyant, au sens religieux du terme, de justifier rationnellement sa croyance, parce que c'est pas du tout comme ça que les croyances religieuses se légitiment elles-mêmes. Il est autant stupide de vouloir plier les savoirs aux nécessités des croyances religieuses. Parce que les croyances religieuses fondent leur légitimité sur l'immuabilité de ce qui est cru, alors que les savoirs scientifiques, vous l'avez compris, ils sont dynamiques. Ils sont dynamiques, c'est ce qui vous aide mieux pour le moment, sachant très bien que demain ça peut changer. Si vous voulez plier un savoir aux besoins d'une religion, vous allez le stériliser. En fait, parce que vous le privez de sa dynamique propre, en fait. De même, si vous demandez à un croyant religieux de se justifier rationnellement, vous le mettez dans une posture cognitive dans laquelle il sera immédiatement incommodé. Voire même, vous l'aurez agressé sans le faire exprès, en fait. Donc là, on est sur deux postures cognitives qui ne se ressemblent pas du tout, et vouloir mélanger les deux, c'est une catastrophe pour les deux, d'ailleurs. Ce que je vous dis là, il y a bien des théologiens qui pourront le dire aussi, hein. J'en ai croisé, avec lesquels là-dessus on est bien d'accord, hein. Si je vous le fais court, une science qui a besoin de religion, c'est pas une bonne science, et puis une religion qui a besoin de science, c'est pas une bonne religion non plus. Enfin, elle se débrouille mal, on va dire. Bonne entre guillemets, hein, vous m'avez compris. Ce ne sont pas des stratégies fructueuses, je veux dire, ni d'un côté, ni de l'autre. Alors vous voyez que le mot croyance, il est un petit peu... ambigu, parce qu'il y a la croyance au sens de confiance, dont on a besoin pour faire société commune, et il y a la croyance religieuse au sens où des coreligionnaires seraient réunis par une foi commune. Et donc, la foi commune, elle n'entend pas se justifier rationnellement, alors que la confiance dont je parlais est une posture finalement mentale où on est crédule, consentant et temporaire. On reste ouvert à la dynamique du savoir, on reste ouvert au changement. Donc vous voyez que le mot croyance, on a vite fait de déraper. Il y a la croyance dont on a besoin comme antichambre, j'ai envie de dire, du savoir, et il y a la croyance rigidifiée, j'ai envie de dire, celle qui s'est instituée déjà et qui n'entend pas subir aucun processus de justification rationnelle en tout cas. L'opinion. L'opinion, c'est la mienne. Et puis je construis mon opinion sur des morceaux
de savoir que je peux justifier rationnellement, et puis des informations ou des morceaux discursifs que j'ai pu prendre sur des tables éditoriales, dans des journaux que j'apprécie. Je ne peux pas justifier moi-même, mais je m'en remets à. Donc l'opinion, elle est polymorphe, mais c'est la mienne en tout cas. Il y a bien quelque chose qu'on appelle l'opinion publique, mais cette opinion publique, c'est l'opinion majoritaire, statistiquement parlant. Une fois que j'ai dit ça, il y a des accommodements à faire en fait. Parce que il y a bien des processus qui ont été décrits et qui montrent comment l'opinion publique peut se façonner. En fait, l'opinion publique n'est peut-être pas que une majorité statistique des opinions, c'est peut-être aussi quelque chose qui est sécrété dans une société. Et la genèse de l'opinion publique, elle a été décrite par notamment Kaufmann et Chomsky avec Manufacturing Consent, c'est-à-dire ce livre qui montre la fabrication du consentement, c'est-à-dire comment on peut comprendre aux États-Unis d'Amérique la collusion des pouvoirs industriels, politiques et médiatiques pour faire admettre à la classe moyenne américaine les interventions guerrières des États-Unis en dehors de leur territoire. Ça, c'est un cas de figure où Chomsky et Kaufmann montrent que l'opinion, ça se façonne. L'opinion publique, ça se travaille, ça se fabrique en quelque sorte. Bon, il y a beaucoup de livres qui sont sortis là-dessus. Donc il y a bien un processus de genèse, en effet, par moment. Hein, c'est pas tout le temps, mais il y a bien des cas de figure où il y a un processus de genèse de l'opinion publique. Et dans ce cas-là, alors, moi, j'inviterais pas à utiliser le mot opinion, mais j'inviterais plutôt à... Il y a un mot pour ça, c'est l'action de l'idéologie, en fait. C'est qu'il y a un groupe de citoyens qui ont intérêt à maintenir une emprise sur le monde et à justifier une vision du monde. Et cette emprise et cette justification vont utiliser comme levier la réécriture de l'histoire à leurs besoins et une certaine forme parfois de manipulation des savoirs. En tout cas, manipulation dans le sens où on va pratiquer ce qu'on appelle le cherry picking. Alors c'est un terme anglais, hein, c'est la collecte des cerises. C'est-à-dire qu'on ne va prendre dans les savoirs que ceux des savoirs qui sont utiles à la cause, et on va laisser de côté des savoirs qui sont connexes, qui devraient être pris en compte au regard de la question posée, mais qui contrediraient la cause, et donc on va les laisser de côté. C'est aller faire ses courses, si vous voulez, aller faire ses courses dans le supermarché des connaissances. On prend celles qui nous arrangent et on laisse celles qui nous dérangent. Bon, bah ça, c'est une des caractéristiques de l'idéologie. Ce n'est pas la seule caractéristique. On va y revenir dans un instant. Avant d'y revenir, on a déjà franchi ici une étape, c'est que sur le plan cognitif, là, on a brossé à quelques grands traits les différences entre savoir, croyance religieuse et opinion. Et là où je prétends que ce que je vous présente ce soir, ça a une valeur didactique, c'est que, l'ayant présenté à des adultes et à des classes de 4e, sous forme de dialogue, enfin bref, on reconstruit le tableau, les gamins, ils pigent. Donc, je suis conscient, et vous ne manquerez pas de me le faire remarquer, si je vous montre ce tableau, je suis conscient qu'à chacune des cases de ce tableau, on pourrait écrire 2 livres, 3 livres, 10 livres. Sur le plan philosophique, on pourra toujours dire c'est plus compliqué que ça. Bien sûr que c'est plus compliqué que ça. Mais le but de la manip, là, c'est justement d'avoir une efficacité didactique. Qu'est-ce qu'on peut sauver sur le plan politique dans la valorisation du bien public qu'est le savoir, au prix d'une finesse épistémologique qu'on pourra toujours raffiner. Et on pourra se perdre, évidemment. J'ai vécu ça devant des amphis de lycéens, où à côté de moi, il y avait un historien des sciences et puis une sociologue. Et à chercher, évidemment, qu'on peut toujours chercher la petite bête et dire bah, ce que vous brossez là, c'est brossé à grand contour, bien sûr. Mais à se perdre dans les finesses, les gamins devant, là, ils étaient paumés. Ils ne voyaient pas le degré de finesse ou les implications de ce que disaient mes collègues. On a perdu la partie. Hein. Quand on est parti sur des finesses épistémologiques interdisciplinaires, on a perdu les élèves. C'était un échec. Donc je crois quelque part dans l'arme de guerre didactique. Si je sais ce que je veux sauver par ailleurs, ce que je veux sauver, c'est la valorisation
du savoir scientifique comme bien public en fait. Revenons aux idéologies. Maintenant que j'ai fait ce discours de précaution, revenons aux idéologies. Les idéologies, finalement, consistent à réduire le savoir, y compris le savoir historique, le réduire au bénéfice des intérêts d'un collectif particulier. Donc elle se nourrit de tout, l'idéologie. Elle est comme l'opinion, elle prend des autorités, elle se réfère à des autorités, elle utilise des segments de justification rationnelle, et puis ceci au service d'un collectif, donc, qui aura certainement des intérêts à défendre ou une emprise sur le monde, quelle que soit la nature de cette emprise, qu'elle soit économique, sociale, symbolique, politique, bref, quelle que soit la nature de cette emprise, il y a une nécessité. Alors, sa caractéristique, d'abord, c'est de se cacher, comme elle fait du cherry picking. Elle ne va pas dire oh, « je n'ai pris qu'une partie des données pertinentes au regard de la question posée ». Évidemment qu'ils ne vont pas jouer le jeu, le jeu ne va pas être joué ouvertement. Et donc on va cacher ce dont on n'a pas tenu compte. Donc elle avance masquée quelque part. Et puis surtout, ça participe du cherry picking, elle réduit une partie de discours du contexte qui le légitimait pour l'appliquer dans un autre discours. Je vous donne juste un exemple, parce que là je vous dis des choses très abstraites. Alors je vous donne juste un exemple que je connais bien parce que je travaille sur l'évolution. Le travail idéologique qui a été fait sur l'origine des espèces de Charles Darwin en 1859, le travail idéologique s'est produit 1 an ou 2 seulement après la parution du livre. Un philosophe et ingénieur, Herbert Spencer, est allé puiser dans le livre de Darwin ce qui l'intéressait, c'est-à-dire cette idée que dans la nature, chaque génération fait beaucoup plus de petits que le milieu ne peut en soutenir, et que seule une fraction de cette population, qui est déjà trop nombreuse au moment de la naissance, arrivera à atteindre le stade adulte et à se reproduire à son tour. Pour qu'un lignage se maintienne, un lignage généalogique vivant se maintienne, il faut qu'il y ait des morts. Alors ça nous choque, parce que nous sommes égocentrés, et pour nous la mort est un scandale, mais je vous garantis qu'en tant que biologiste, je vous garantis que la mort fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'un lignage se maintient parce que les individus s'usent, tout bêtement. Alors j'ai envie de vous dire, ils vieillissent, bien sûr. Bon, les individus s'usent, et donc la pérennité du lignage n'est maintenue que si les individus sont remplacés. L'immortalité n'est pas une notion biologique. L'immortalité de l'individu, j'entends, physiquement constitué, n'est pas une notion biologique. Bref. Donc Darwin explique que la moyenne des individus dans une population se maintient parce que finalement les formes les plus extrêmes de la variation sont naturellement éliminées au cours des générations. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Darwin explique d'un seul geste pourquoi il y a de la ressemblance dans la nature. Sur cette ressemblance, on va poser un mot qu'on va appeler espèce. C'est nous qui avons les espèces, hein. Elles ne sont pas dans la nature. Dans la nature, il y a de la ressemblance. Et avec cette ressemblance-là, quand on a besoin d'en parler, on pose un mot dessus. Il explique l'origine des espèces, qui est une origine de la ressemblance en réalité. Et il explique aussi l'origine de l'adéquation entre les formes et les fonctions. Parce que celles des formes qui remplissent mal une fonction, parce qu'il y a de la variation, parce que la matière s'altère tout le temps, eh bien, ces formes-là ne vont pas se maintenir dans le lignage parce que ceux qui vont être handicapés du fait d'avoir une fonction qui marche mal feront moins de petits à la génération suivante en moyenne que les voisins qui, eux, ont plutôt une forme performante. La performance est la résultante de la sélection, si vous préférez. La fonction, c'est la condition de performance qui fait que le lignage dans le passé s'est maintenu jusqu'à aujourd'hui. En biologie, la fonction n'est pas anticipée, c'est une qualité rétrospective en réalité. Ça inverse complètement notre raisonnement d'être concepteur. Chez nous, les humains, nous sommes concepteurs. Chez nous, les fonctions sont anticipées comme le résultat voulu, et on va déterminer les structures pour qu'elles remplissent une fonction que nous anticipons. En biologie, la fonction est antérieure aux structures, c'est-à-dire que c'est la condition de survie des structures en réalité. Bref, c'est d'une puissance, ce Darwin, c'est d'une puissance, et c'est d'un renversement aussi dans la compréhension que nous avons de la nature. Il y a beaucoup d'autres choses, mais ce n'est pas le thème de ce soir. Par contre, Spencer, lui,
il va lire le bouquin et il va aller puiser ce qui l'intéresse, c'est-à-dire cette partie de la sélection qu'on appelle la compétition, c'est-à-dire cette partie de la sélection qui est éliminative, pour l'exporter dans le domaine socio-économique victorien. Ce faisant, il va passer sous silence le fait que Charles Darwin ait déjà vu que la sélection naturelle explique pas seulement la compétition, mais aussi la coopération. La sélection naturelle est à l'origine des sociétés animales. En gros, je vous le fais court, dans certaines circonstances, les individus mangent plus par tête de pipe en coopérant qu'ils ne le feraient s'ils ne coopéraient pas. Et sur le long terme, vous avez émergence, en fait, des capacités des individus à partager l'effort de chasse, à tuer des proies beaucoup plus grosses à plusieurs qu'ils ne pourraient tuer s'ils étaient seuls, en quelque sorte. Ils se reproduisent mieux s'ils construisent un nid à plusieurs centaines, voire à plusieurs milliers, un nid collectif. Ils s'en sortent mieux avec un nid collectif qu'ils ne s'en sortiraient s'ils avaient des nids isolés, pour des raisons physico-chimiques sur lesquelles je ne rentrerai pas. Mais bref, les sociétés animales sont des émergences, évidemment, de la sélection. Donc ça, évidemment, Spencer le laisse de côté, hein, cherry picking, et il va donc prendre la sélection naturelle éliminative et l'appliquer aux prescriptions socio-économiques de l'Angleterre victorienne en disant « n'aidez pas les pauvres ». Parce que si vous aidez économiquement les pauvres, vous allez favoriser la croissance démographique dans la société anglaise des existences socialement indésirables et vous allez baisser la qualité de la société anglaise, disait Spencer. Les intellectuels de cette époque-là étaient obsédés, Galton, Spencer et d'autres, ils étaient obsédés par le danger du déclin, en quelque sorte, de la qualité de la population anglaise. Ce discours que des Français ont appelé le darwinisme social n'a jamais été le discours de Darwin. C'était le discours de Spencer. C'est un travail idéologique que Spencer a produit sur l'œuvre de Darwin. Donc isoler un élément de discours pour mieux l'instrumentaliser ailleurs. Vous avez compris l'exemple. Il est un peu long, mais il faut bien donner un exemple parce qu'on le voit encore aujourd'hui, ça. Hein, ce travail-là, il est toujours à l'œuvre. D'ailleurs, j'aimerais vous en convaincre en témoignant d'une expérience que j'ai faite dans un congrès. J'étais dans un congrès à Montréal il y a quelques années sur les pôles, un congrès sur la science polaire. Il se trouve que je fais mon terrain de zoologiste en Antarctique et donc j'avais des raisons d'aller à ce congrès sur la science polaire. Et je suis allé écouter avec grand intérêt les sessions consacrées à la sociologie. Et je suis tombé par hasard, presque par hasard en tout cas, en étant attiré par le titre de la conférence de Lawrence Hamilton de l'université de New Hampshire. Hamilton avait interrogé un peu plus d'1 millier d'Américains sur la façon dont ils comprenaient, dont ils tenaient compte en tout cas, de ces photos satellitaires du couvert de glace de l'océan glacial arctique. Vous savez que les satellites photographient régulièrement la Terre. On dispose de photos régulières tous les ans, tous les mois de septembre. Entre 1979 et 2009, pendant 30 ans, on peut mesurer, par mesure satellitaire, le couvert de glace de l'océan glacial arctique, à la fin de l'été boréal. Et que voit-on? Eh bien, si on prend cette série de photos à la queue leu-leu, on s'aperçoit qu'en 2009, que le couvert de glace de l'océan glacial arctique diminue d'année en année, régulièrement, et qu'en 2009, ce couvert de glace a déjà diminué de 40% par rapport à ce qu'il était en 1979. Et donc, évidemment, ça suggère un réchauffement de la planète, bien entendu. Et on demande aux individus qui sont interrogés si ces photos les inquiètent ou pas. Est-ce qu'ils les prennent au sérieux, en tout cas? Et puis on enregistre le niveau scolaire de la personne, et de manière anonyme bien sûr, on enregistre si la personne vote plutôt républicain ou démocrate. Et moi, en bon français jacobin, je me disais, tiens, voilà, même si on démarre à un niveau scolaire relativement faible, on démarre avec des divergences de vues au regard d'une question posée sur le monde réel, au moins en élevant le niveau scolaire d'une population, si on a espoir dans l'école, hein, on se dit en élevant le niveau scolaire d'une population, on devrait faire converger
ces personnes, la représentation du monde devrait converger avec le niveau scolaire. Ça, c'est bien naïf, bien sûr. C'est bien naïf de quelqu'un qui se dit la science repose quand même sur une stabilisation collective et internationale des savoirs. On espère que dans des démocraties républicaines, enseigner de la science, ça sert à quelque chose. Ça sert à ce que les concitoyens se forgent une représentation commune du monde sur laquelle ils peuvent construire une vie ensemble. Hein. Eh bien, le résultat de Hamilton, c'est pas celui-là. Le résultat de Hamilton, c'est celui-là. C'est que plus un démocrate est éduqué scolairement, plus il va s'inquiéter, plus il va prendre en compte au sérieux, il va manifester son inquiétude à l'égard de ses photos. Et plus un républicain est éduqué scolairement en moyenne, plus il va négliger, voire même contester ses photos. Et là, la première réaction qu'on peut avoir, c'est de se dire, alors qu'est-ce que fait l'école américaine ? En fait, j'ai envie de vous rassurer, c'est que l'école, elle a bien fait son boulot, en fait. Elle a bien fait son job. Bon, là, maintenant, je passe à l'interprétation, de la divergence de ces droites. Ce que vous voyez là, c'est l'effet de l'idéologie, en fait. C'est-à-dire que plus vous éduquez scolairement une population, plus vous la rendez capable d'aller chercher des informations, de les traiter, même si la personne n'est pas éduquée, n'a pas reçu de signaux de warning, comme on dit, n'a pas été averti des dangers du fameux cherry picking, de la fameuse sélection partielle et partielle des données, en quelque sorte. Plus on est éduqué scolairement, plus on est efficace à aller chercher les informations qui vont corroborer le cadre idéologique dans lequel on est déjà. Alors ça marche aussi bien pour les républicains que pour les démocrates. Il n'y en a pas un qui a le monopole de la chose. Le fameux biais de confirmation, vous le connaissez certainement, c'est ce biais qui nous dit... il y a une douzaine de biais cognitifs très classiques, et le biais de confirmation, c'est ce biais qui nous dit nous sommes beaucoup plus sensibles à la confirmation sensibles à une information qui va confirmer le cadre intellectuel dans lequel on est déjà, plutôt que nous ne sommes sensibles à une information qui va contredire ce cadre. C'est ce qui fait que les horoscopes marchent. L'horoscope, on est, j'ai envie de dire, bienveillant à l'égard de l'horoscope. C'est l'exemple même du biais de confirmation. Si le matin, il vous est dit dans le journal que selon votre signe astrologique, il va se produire ceci ou cela dans la journée, si l'événement se produit, il y a un lien qui est tissé entre l'événement et sa prédiction. Et ce lien est un lien fort de confirmation qui fait que le soir, quand on rentre chez soi, on va le remarquer et on va le dire à ses proches. « Ah bah tiens, ce matin, l'horoscope avait dit qu'il se passerait ça, et ça s'est passé. » Deuxième scénario, le matin, l'horoscope vous prévoit un événement qui ne se passe pas spécialement dans la journée, rien de spécial, donc il n'y a pas de lien entre la prédiction et un quelconque événement. Et du fait même qu'il n'y a rien, on n'y pense même pas à en parler. Je ne veux pas être catégorique, mais je pense que le nombre de situations où, y pensant, quelqu'un va dire « Ah, ce matin, l'horoscope a dit qu'il se passerait ça, ça ne s'est pas passé », du fait qu'il ne soit rien passé, déjà, ce n'est pas un motif de récusation de l'horoscope, on pense même plus à en parler, disons. Et puis, il y a même le cas de figure où, peut-être pour certaines personnes, l'horoscope prévoyant un événement le matin et dans la journée se produisant exactement le contraire de ce que l'horoscope avait prédit, peut-être, après tout, cette notion de contraire va tisser un lien entre l'événement et sa prédiction, mais le soir, finalement, en parlerait-il peut-être, mais le lendemain, il le relira, l'horoscope, de toute façon. Donc on est vraiment bienveillant à l'égard des horoscopes. Donc le biais de confirmation, vous le connaissez donc, c'est quelque chose que nous, les scientifiques, nous passons notre temps à chasser. Et pourquoi est-ce qu'on est efficace à chasser le biais de confirmation ? Parce que nous sommes un collectif. C'est un biais, il faut vraiment avoir une discipline mentale de faire pour s'en départir de ce biais. Avez-vous déjà surfé sur la toile ? La toile nous engage à ce biais de confirmation. Vous passez de page en page, et ces pages sont calculées pour correspondre à votre représentation du monde. Vous surfez sur une page, on vous envoie sur une suivante qui fait partie du même monde connecté dans la toile. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est décrit, c'est pas moi qui l'invente, c'est décrit dans La démocratie des crédules de Gérald Bronner, un livre fameux qui a reçu 4 prix aux presses universitaires de France.
Bref, surfer sur la toile, c'est peut-être mettre un pied dans le biais de confirmation. En tout cas, il faut surfer en étant conscient de ce biais potentiel. Et nous, les scientifiques, on s'en méfie comme de la peste. Et heureusement, si nous publions un article où nous serions susceptibles de donner des signes d'un biais de confirmation, les évaluateurs, les fameux reviewers là, dont je parlais tout à l'heure, ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Ce sont nos meilleures garanties. Le peer reviewing, ce sont vraiment nos, même si évidemment, comme toute institution collective humaine, elle est faillible, néanmoins, cette évaluation par les pairs, PAIRS, c'est vraiment la meilleure garantie que nous ayons contre ce biais de confirmation. Les collègues, ils vont vous dire « Ah, dites donc, ouais, mais vous n'avez pas tenu compte de ça et de ça. » Ben, resoumettez votre article à la lumière de ce que vous avez oublié de prendre en compte. Les collègues, ils sont spécialistes comme vous, ils ne vont pas vous rater. Donc, c'est parce que nous sommes collectifs, précisément, que nous échappons, en tout cas, du mieux qu'on peut, c'est pas tout noir, tout blanc, mais du mieux qu'on peut, nous échappons au biais de confirmation. En élevant le niveau scolaire d'une population, il y a un autre facteur qui joue aussi, c'est qu'on se sent plus légitime, quand on est très éduqué, à contester quelque chose qui fait autorité, précisément. Et donc, la légitimité à contester, il n'est pas exclu que ça augmente aussi avec le niveau scolaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que peut-être que les républicains américains, encouragés par George W. Bush, qui, rappelez-vous, contre la signature des accords de Paris, avait dit « l'American way of life n'est pas négociable », en gros, il rassurait son électorat en leur disant « bon, alors il y a une discordance cognitive entre d'un côté avoir 3 SUV et un Hummer, et puis le message qu'on reçoit du réchauffement de la planète. Comment vous résolvez une dissonance cognitive, matinée de culpabilité? Ben, ce qui vous rend coupable, vous le niez tout simplement. C'est du négationnisme. Hein. Et donc, ça, dans plein de chapitres, hein, le négationnisme a pour source la culpabilité d'avoir à admettre une responsabilité. Et donc, la meilleure façon que certains, pas tous bien sûr, mais que certains républicains ont eu de résoudre la culpabilité, de promouvoir un mode de vie qui n'est pas tenable sur la planète aujourd'hui, bah, c'est de nier le fait. Et de produire ce qu'il faut pour pouvoir nier le fait. Alors ça ne concerne pas que le réchauffement climatique, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la puissance de l'idéologie s'exprime dans tous les domaines. C'est vrai qu'aux États-Unis d'Amérique, le réchauffement climatique est le sujet qui fâche, mais il y a eu cet article qui est paru dans les comptes rendus de l'Académie des sciences américaines, et qui, sur toute une série de sujets, a tendu à montrer que des individus avec une plus grande culture scientifique, en fait, ou à plus haut niveau d'éducation scientifique, ont plus tendance à avoir entre eux des opinions très polarisées sur les questions chaudes, un peu, à l'interface sciences et société, que les individus qui ont moins de culture scientifique. Cette figure est trop petite, mais c'est juste pour rappeler que dans cet article, il y a 6 thèmes qui ont été abordés, 3 thèmes fondamentaux et 3 thèmes appliqués. Les thèmes fondamentaux, c'est que pensez-vous du Big Bang, que pensez-vous de la véracité de l'évolution humaine à partir des primates, des singes, que pensez-vous du changement climatique? Et les 3 questions appliquées, c'était que pensez-vous d'utilisation des cellules souches embryonnaires à des fins thérapeutiques? Que pensez-vous de l'utilisation des nanotechnologies dans la vie courante? Et que pensez-vous de l'arrivée des organismes génétiquement modifiés dans la consommation? Les sujets appliqués fâchent pas trop. Par contre, selon un spectre politique, eh bien, la question qui fâche le plus, c'est le réchauffement climatique, aux États-Unis en tout cas. Et sur le plan du spectre religieux, selon si on est dans les colonnes de gauche, plutôt cool en matière religieuse, c'est-à-dire plutôt libéral comme on le dirait aux États-Unis, ou plutôt fondamentaliste, eh bien, la question qui fait diverger, c'est la question de l'évolution humaine. Évidemment. Sachant que même sur le plan politique, la question de l'évolution humaine fait quand même diverger les opinions avec le niveau scolaire, parce que il y a quand même une superposition partielle entre être un conservateur américain en matière politique et économique, mais être aussi un conservateur sur le plan religieux. Il y a une superposition partielle des deux qui fait que l'effet de l'un peut jouer sur l'autre, en tout cas.
Bon, tout ça pour dire que ça, c'est très étudié, évidemment, et que l'impact, enfin, le filtre idéologique à travers lequel les citoyens d'autres pays, mais même nos concitoyens, reçoivent l'information scientifique, ne peut pas être négligé. En tout cas, tout ça pour vous dire que j'étais bien naïf, moi-même, j'étais bien naïf de croire qu'on aurait pu avoir un résultat comme ça. L'école, certes, fait son boulot, mais le savoir qu'elle transmet, il est redirigé, il est refiltré par des tamis idéologiques. Et ça, j'ai envie de vous dire, on n'y peut rien. C'est-à-dire que le mieux qu'on peut faire, c'est d'en être averti. Mais nous trempons tous dans une idéologie. La question est de savoir si est-ce qu'elle est prédatrice à l'égard des savoirs ou est-ce qu'elle se tient tranquille, j'ai envie de vous dire. Vous voyez ? Mais loin de moi l'idée de prétendre que nous pourrions échapper à l'idéologie. L'espace scientifique, en tout cas l'espace plus largement des savoirs, si ces savoirs sont collectivement validés, eh bien, s'ils sont collectivement validés, c'est qu'il y a une règle du jeu de la validation. Et cette règle du jeu de la validation, eh bien, c'est un jeu que nous jouons à l'échelle internationale, comme je vous le disais. Et les individus, finalement, sont dans une cour de récré, qui est symbolisée par ce grand cercle ici. Alors, ce grand cercle, c'est l'espace, finalement, de la science, j'ai mis un S, ou métaphoriquement, l'espace du laboratoire, si vous voulez. Il y a un collectif professionnel qui joue à un jeu, et évidemment, on s'attendrait, puisqu'il y a un jeu à jouer, que la règle du jeu soit la même pour tous les joueurs. D'ailleurs, on ne parlerait pas d'un jeu s'il n'y avait pas une règle commune. Ça, c'est facile à expliquer à des gamins. Et on leur dit, mais vous savez, en science, les règles du jeu ne changent pas selon si on est affilié à une religion R1, R2 ou R3, en dehors de l'espace du laboratoire. Ou même affilié à rien du tout, d'ailleurs. Les règles du jeu restent les mêmes pour tout le monde. Et si des gamins ne se figurent pas ce que c'est que la vie d'un laboratoire, on peut leur parler d'un match de foot. Un match de foot, c'est pareil. Il y a des joueurs sur un terrain. Alors là, ça ne serait pas un cercle, ça serait un terrain de foot. Il y a des joueurs sur le terrain de foot. La règle du jeu n'est pas différente selon si on est musulman, juif ou chrétien. Vous savez que ce n'est pas une blague. Hein. La municipalité de Lyon a dû faire face à des demandes de clubs sportifs, de la part des demandes relayées par des publics, où les jeunes musulmans voulaient faire équipe commune, et les jeunes juifs voulaient faire équipe commune, et il n'était pas question de mélanger les deux dans la même équipe. Alors vous pensez bien, ils n'ont pas été idiots, ils ont refusé bien sûr, hein, parce qu'il n'y a pas plus anti-sportif. Le sport, précisément, le but du sport, qu'est-ce que c'est ? C'est d'arriver à faire atteindre un objectif malgré nos différences, un objectif commun, quelles que soient nos différences précisément. Justement, dans cette idée que la règle du jeu est la même pour tous. J'ai des collègues qui m'ont dit, tu sais, le dessin que tu as fait, là, que les gamins de 3e comprennent très bien, le dessin que tu as fait, finalement, tu as simplement décrit l'espace public dans la République française. C'est que être citoyen français, c'est se soumettre à des règles du jeu, c'est avoir des droits et avoir des devoirs. Et ces droits et ces devoirs reposent sur un pari que Condorcet avait fait, c'est la raison sous-jacente aux savoirs qui sont les discours légitimes dans l'espace de la classe. Et donc finalement, l'espace républicain français tel qu'on le conçoit, il est laïque, dans le sens où dans l'espace de la classe, ce sont les savoirs qui sont premiers et pas les considérations religieuses. Et surtout, ces savoirs, ils ne sont pas stabilisés selon l'appartenance religieuse du chercheur qui les a mis en place. Donc en amont, si vous voulez, en amont, la science elle-même, elle est laïque à l'échelle internationale. Alors, elle ne se dit pas comme telle, parce que le terme n'est pas traduisible dans certaines langues. Mais dans le vocabulaire français, on a ce mot pour le signifier. Je laisse côté la bibliographie pour attirer votre attention sur 6 autres précautions qui valent le coup quand on discute avec nos concitoyens sur la façon dont les savoirs devraient être distingués au sens, au sens à la fois littéral et au sens métaphorique. Distinguer le collectif du personnel. J'ai déjà dit, je ne vais pas être beaucoup plus long là-dessus, puisqu'on a vu l'importance. Je voudrais vous dire qu'en effet, dans la science, il y a une dimension personnelle et il y a une dimension collective. Il y a les deux, en fait.
Quand on est scientifique, j'emprunte ce schéma à Béatrice Salvia et Dominique Roja. Quand on est scientifique, on a des idées qui relèvent vraiment de l'imagination individuelle. C'est bon pour un scientifique d'avoir de l'imagination. Ça, c'est toujours important à rappeler. La science, c'est une activité créatrice, en fait. De l'idée vers le fait, il y a une phase d'investigation. Est-ce qu'il n'y aurait pas... ah non, s'il n'y a pas, il n'y a pas, mais s'il y a, les faits ont été collectés. Il y a une phase d'exploration qui peut être collective ou individuelle, peu importe. Et des faits vers les idées, les faits peuvent vous inspirer vers de nouvelles idées aussi. Donc il y a une phase d'inspiration. Dans cette phase d'inspiration, votre contexte économique, votre contexte social, voire même votre contexte religieux, il peut jouer. On est dans le personnel là. Donc évidemment qu'un scientifique n'est pas extrait de sa société et que dans la phase personnelle, il a des inspirations de toute nature. Ça, c'est ces quatre activités ici, investigation, exploration, inspiration et imagination, ce sont des phases qui peuvent être en effet personnelles. Alors, il faut valoriser le personnel peut-être, mais il faut aussi valoriser le collectif. C'est-à-dire qu'au moment où les idées et les faits vont devoir être mis en confrontation, cette confrontation, elle se traduit soit par une réfutation, c'est-à-dire les idées étaient fausses, ou les faits n'étaient pas comme tels, soit par une corroboration qui ne peut être que collective, c'est-à-dire une validation. Et cette phase au milieu de la confrontation entre les faits et les idées, c'est une phase collective en fait. Ceux qui voudront plier les sciences à leurs besoins valoriseront toujours la phase personnelle. Exemple, le journal La Recherche, à l'été 2003, fait un numéro spécial sur la preuve scientifique. Au moment où le journal La Recherche a comme pour rédacteur en chef un relativiste, dont le nom est Olivier Postelvinet. Et la preuve scientifique dans ce numéro de La Recherche, vous verrez, il n'est question dans la preuve scientifique que de contingences historiques et sociales. Comme si la science était faite des méandres par lesquels les individus vont passer. Tel chercheur était chrétien, donc il a eu telle idée. Tel chercheur est tombé par hasard sur un film dans le tiroir, etc. Et jamais on ne parle de la validation collective. Et pour cause, la ligne éditoriale du journal est une ligne relativiste, dans laquelle, finalement, en science, il n'y aurait pas de réel qui pourrait être l'arbitre de nos controverses collectives. En science, il n'y aurait que des idées individuelles, voire des génies. Pour la frange extrême du relativisme francophone, être un bon chercheur, c'est avoir un bon carnet d'adresses. Vous voyez. Distinguer les faits et les valeurs. Vous lisez sur la toile, Darwin dégrade l'homme. Vous lisez sur la toile, sur les sites du Discovery Institute américain, je vous garantis évidemment qu'ils sont traduits en français, 12 questions à poser à vos enseignants de SVT. C'est des questions qui sont inventées assis en français pour que les élèves qui n'aiment pas l'évolution posent la question à leurs enseignants. Vous voyez, c'est pas sans incidence non plus. 80% des Américains sont choqués que soit enseignée à l'école publique une théorie scientifique qui dit que l'homme n'a pas plus de valeur que la vie d'un ver de terre. Et alors ça, c'est de l'intoxication. Jamais une théorie scientifique ne s'énonce sur la valeur à accorder aux existences. Les scientifiques ont des valeurs, évidemment, dans l'exercice de leur métier. Mais les règles qui régissent la démonstration ne sont pas immorales ou morales. Ces règles sont amorales, ce qui est une grosse différence. Une manière qu'a le créationnisme américain de ramener des lecteurs à sa cause, c'est de faire croire que les scientifiques aimeraient mettre les pieds dans le champ des valeurs. Alors évidemment, il est essentiel de rappeler qu'il faut vraiment distinguer les deux, les discours de fait et discours de valeur. C'est-à-dire, si on veut défendre une autonomie des sciences dans la validation collective des savoirs, eh bien, il faut valoriser évidemment le cœur méthodologique qui vous fait dire que 2 et 2 égale 4, c'est moral ou c'est immoral? La morue plus apparentée au Saint-Pierre qu'elle ne l'est de la Baudroie, c'est moral ou c'est pas moral? Non, je fais l'idiot, mais si je vous dis le chimpanzé, groupe frère de l'homme, plutôt qu'il ne l'est du gorille, c'est moral ou pas moral? Il y a des gens que ça choque. Évidemment, vous vous doutez bien que toute assertion scientifique
est reçu dans un contexte, comment dire, culturel et voire même idéologique, et toute vérité scientifique n'est pas bonne à dire pour certains en tout cas. Donc il faut bien distinguer le cœur méthodologique, me semble-t-il, qui est amoral, et la couche qui entoure ce cœur, qui est la couche du contrôle social de l'activité des scientifiques. Un exemple pour vous dire que c'est pas si abstrait que ça, cette histoire-là. Il m'est arrivé dans ma carrière de sacrifier des télostéens, allez, de tuer des poissons, pour les besoins de l'expérience. J'ai signé une charte contre la souffrance animale qui m'impose, avant de sacrifier l'animal, de l'anesthésier. Je vous garantis que l'anesthésie ne sert à rien dans la démonstration que je vais faire. Il s'agit de regarder les relations de parenté du Saint-Pierre, par exemple. Le Saint-Pierre ne va pas changer ses relations de cousinage avec les autres poissons selon si je l'ai anesthésié ou pas. Excusez-moi, c'est trivial ce que je dis, mais l'anesthésie, typiquement, elle est dans la couche bleue. Elle est dans le contrôle social, et c'est l'expression de l'éthique. Elle est dans le contrôle social et dans l'éthique de ce qui se fait au laboratoire, mais ça n'influe pas dans les outils intellectuels que je vais utiliser pour faire ma démonstration. Ça reste important à défendre ça, parce que vous conservez quelque part l'autonomie des sciences dans la validation des savoirs, et vous déjouez les manipulations des think tanks en question, dont les productions, je vous le rappelle, sont traduites aussi en français et dans de nombreux pays. Une autre manière de le dire, j'emprunte cette image à Dominique Roja, le registre des faits, c'est de dire fumer augmente le risque de mourir d'un cancer. Ça, sur le plan épidémiologique, c'est un fait établi. Il y a le registre moral qui consiste à dire tu ne devrais pas fumer. Parce que si je te fais cette prescription, parce que si j'ai de la bienveillance à ton égard, en fumant, tu vas augmenter, tu veux augmenter les chances je te rappelle quand même que tu as un plus grand risque de susciter un cancer. Et le registre législatif, où il est dit, il est placardé quelque part, ici il est interdit de fumer. Pourquoi il est interdit de fumer ? Ce n'est pas dépendant du registre moral, c'est que si tu fumes dans ce lieu public, tu imposes à autrui un risque que tu as consenti pour toi-même, sans lui demander son avis, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle, et puis il y a aussi une raison morale en supra, c'est qu'il y a un impact évidemment sanitaire, il y a un impact médical à l'échelle de la population relatif aux effets du tabagisme passif. Donc le registre législatif, évidemment, il se nourrit du registre des faits, puisqu'il est logique de considérer que s'il est interdit de fumer ici, c'est bien parce que fumer augmente le risque de mourir d'un cancer. Le registre moral, il se nourrit lui aussi de la question du registre des faits. Mais les flèches inverses sont proscrites. Je veux dire par là qu'une découverte scientifique ne se fait pas au motif que le résultat serait recevable ou pas, moralement. Les sciences ne s'expriment pas dans le registre des valeurs. Et de même, tout pays qui aurait produit des législations contre certains savoirs vont tuer la science dans leur pays. Et ça s'est vu sous l'Allemagne nazie ou ça s'est vu dans l'URSS de Staline. Quand le registre politique vient dicter aux sciences ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent trouver, pas ce qu'elles doivent faire, pardon, soyons précis, parce que les applications c'est autre chose. Mais là je parle des résultats fondamentaux. Si elle vient prescrire ceux des résultats fondamentaux qui sont recevables et ceux qui ne le sont pas, eh bien vous faites fuir les scientifiques du pays, c'est ce qui s'est produit d'ailleurs dans ces deux pays que j'ai cités. Distinguer les temporalités. Il y a le temps de stabilisation du résultat scientifique qui se compte en années, ou en mois si vous voulez, mais en années le plus souvent. Le temps des médias aujourd'hui c'est de l'ordre de la semaine, voire du jour même, et il y a le temps des réseaux sociaux, c'est de l'ordre de la minute, voire de la seconde. Et là aussi, le télescopage de ces temporalités a créé de la confusion chez nos publics. Vous avez vu, hein, bien sûr, pendant la pandémie, quand la demande sociale est forte à l'égard d'une application particulière, eh bien, tout le monde s'en mêle. Et c'est un peu normal puisque les applications vont avoir un impact sur la vie sociale, sanitaire, etc. Mais le fait que tout le monde s'en mêle ne favorise pas je ne vais pas dire la tranquillité, mais en tout cas la sérénité qui serait nécessaire
à la controverse scientifique. Parce que ça, nos publics, ils ne le perçoivent pas comme ça, mais une controverse scientifique, elle est animée de bienveillance et de sérénité. Et ça, on ne le dit pas. Et ça rejoint d'ailleurs une autre propriété, qui est la distinction entre la critique des personnes et la critique des idées. Ça fait tilt aussi chez les gamins de collège et de lycée quand on leur dit, en science, on ne confond pas la critique des idées et la critique des personnes, en principe, si on est bien structuré. Dans un congrès, si je présente mes résultats, mes collègues dans la salle vont faire des objections sur ce que j'ai présenté. Mais les objections qu'ils font ne résultent pas d'une malveillance. Les objections qu'ils font résultent d'un appétit épistémologique. Comment ça se fait qu'on n'est pas d'accord alors qu'on devrait être d'accord sur le principe? C'est ça qu'anime un scientifique lorsqu'il objecte, en principe. C'est que il a besoin de comprendre pourquoi on ne trouve pas la même chose, alors que différentes équipes ne trouvent pas la même chose, alors qu'elles devraient trouver la même chose. Donc c'est susciter l'explication, finalement. Donc distinguer la critique des idées et la critique des personnes, c'est fondamental en science, et c'est pour ça qu'on avance. Alors, je vous l'accorde, hein, les humains sont faillibles. Bien sûr qu'il y a une sociologie des sciences et il y a une histoire des sciences qui vont vous montrer des controverses scientifiques qui ont tourné en querelle. Ça existe aussi, bien sûr. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle précisément? Pourquoi est-ce que les historiens mettent ça en exergue? Parce que justement, c'est l'anormalité, L''anormalité, qui crée l'intérêt du sujet. Quel historien va s'intéresser à une controverse scientifique qui s'est résolue normalement, où tout le monde était bisounours? Oh bah oui, t'as raison, je me suis trompé. Ça existe, je vous assure que ça existe. Dans tous les ans, ça existe. Mais il n'y a pas sujet à en parler. C'est précisément que l'anormalité, c'est la bienveillance. Et c'est le fait qu'on ne confond pas la critique des idées et la critique des personnes. Les gens qui ont massacré mes copains de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, précisément ces gens-là sont des gens qui confondent les deux. Parce que critiquer l'idée de Dieu a été confondu avec la critique de leur personne propre. Vous voyez, ça va beaucoup plus loin que les sciences, cette histoire-là. C'est que pour faire une démocratie républicaine, ou une république démocratique, si vous préférez, vous avez besoin d'un Parlement dans lequel on ne confond pas la critique des idées et la critique des personnes. Autre distinction, et j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je vais vite, distinguer la liberté d'expression, l'égalité en liberté d'expression, d'une égalité en compétence ou d'une égalité en légitimité. J'en ai déjà dit 2 mots, mais ça, j'en aurais peut-être pas parlé il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, c'est patent. Pourquoi est-ce que le web produit, dans la façon dont nous dialoguons entre nous, pourquoi est-ce que le web finalement produit des retranchements dans des précarés, dans des refus de dialogue? C'est parce que finalement, un grand nombre de personnes se sentent, disons-le, humiliées du simple fait d'avoir été contredits. Il y a une confusion entre compétence, légitimité et liberté d'expression. Et ça, je l'ai déjà dit, mais c'est une confusion qu'il est intéressant de déjouer. Et pour terminer, et ça sera ma conclusion, distinguer science et scientisme. Alors ça, c'est une figure que je reprends, que j'ai publiée dans le livre d'ailleurs, parce que j'aime bien les figures simplistes. Hein, je fais un peu de l'épistémologie de combat, hein, je suis désolé, mais vous pourriez trouver ça caricatural, mais au moins ça dit où est l'essentiel. Hein. C'est que, imaginez que le monde connu soit coloré en blanc, et que le monde inconnu soit coloré en noir. Il existe dans tous nos pays, qu'ils soient occidentaux ou autres, il existe ce qu'on appelle des scientismes paradoxaux, c'est-à-dire cette idée que la science doit répondre à toutes les questions qu'on se pose. Donc on exige d'elle qu'elle réponde à toutes les questions qui se posent, et lorsqu'elle ne le fait pas, eh bien c'est un motif de récusation. Vous le remarquerez dans un débat, il y a un mystère, on valorise le mystère, alors peut-être que quelqu'un qui a un esprit plus scientifique dira dans la pièce, oui, mais ce mystère il pourrait être résolu par tel phénomène scientifique. Et là, la personne, tout à coup, se voit récuser en disant, bah, écoute, hein, les sciences, elles n'expliquent pas tout, alors le fait qu'elles n'expliqueraient pas tout, qu'il y ait des trous dans les connaissances, c'est un motif pour faire taire, en fait, le scientifique. Et pourquoi le faire taire? Parce que on cherche à rêver, on cherche à se rassurer, et on pratique ce qu'on appelle le dieu des trous,
la formule n'est pas de moi, mais le Dieu des trous, c'est finalement, il y a des choses qui ne sont pas connues, et ce qui n'est pas connu est une justification pour ramener ce qu'on appellerait dans un langage sophistiqué le principe providentialiste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extra-naturel qui intervient dans le monde naturel et qui nous permet de rêver. Au demeurant, il est paradoxal ce scientisme parce qu'il confond évidemment le rôle de la science qui consiste à expliquer rationnellement et collectivement le monde réel et le rêve. On reproche souvent à la science d'être desséchante, d'être déprimante. Elle ne susciterait pas ni le rêve ni l'espérance. Mais ne demandez pas aux scientifiques de vous fournir de l'espérance. Ils ne sont pas payés pour ça. Donc on se trompe de porte. Les scientifiques sont payés pour garantir la fiabilité d'un résultat donné. Si ce résultat il est angoissant, on n'y peut rien. Ce n'est pas à nous de gérer ça. En demandant aux sciences non seulement de tout expliquer, mais en même temps de gérer les angoisses humaines, on l'a fait sortir de son rôle. C'est pour ça que j'appelle ça un scientisme paradoxal. Ce faisant, on l'autodétruit puisqu'on fourbit des armes pour la récuser en même temps. Pour un scientifique, le monde il est inversé. C'est que le scientifique sait que la plupart des phénomènes qui l'entourent ne sont pas expliqués. Et s'il l'était, il n'aurait plus de boulot entre nous. Hein. C'est trivial, je vous avais prévenu, c'est trivial. Hein. Donc si la science expliquait tout, moi j'aurais plus de boulot. Bien sûr que la plupart des choses ne sont pas expliquées et qu'il y a une surface ici, le front de genèse des connaissances, qui s'étend. C'est là qu'on travaille, on passe de l'inexpliqué à l'expliqué, on fait gagner le blanc, si vous voulez, sur les noirs, pardon, excusez-moi pour la symbolique des couleurs, hein, c'est pas chrétien, mais bon, pas spécialement. Bref, on fait gagner le blanc sur le noir, et j'aime bien cette métaphore du ballon qu'on gonfle, qui revient à une phrase de Charles Darwin. Darwin disait, un scientifique, à la fin de sa carrière, se rend compte que plus il connaît de choses, plus il sait à quel point on sait peu. Et c'est l'image de cette figure, la métaphore du ballon qu'on gonfle. Imaginez que le monde blanc expliqué soit l'air qu'on insuffle dans un ballon, qu'on gonfle, on souffle dans le ballon, on génère de la connaissance, et le plastique du ballon qui s'étend, c'est le front de genèse des connaissances, c'est l'interface entre le connu et l'inconnu. Eh bien, plus vous connaissez de choses, plus vous insufflez de l'air dans ce ballon, plus il y a de questions à poser, en fait. La surface du ballon augmente, en fait. Ne me demandez pas si le ballon éclate. Hein. C'est hors scénario. C'est hors scénario. Mais en tout cas, c'est cette métaphore que j'aime bien, qui dit que, en effet, plus on connaît de choses, et plus on multiplie les questions à se poser. Et s'imaginer qu'un jour, la science expliquera tout, c'est aussi absurde que de se dire il y a des choses que la science ne saura jamais. J'ai passé 3/4 d'heure au téléphone avec des journalistes de Science et Vie qui faisaient un numéro spécial sur ce que la science ne saura jamais. Et je leur dis mais vous ne pouvez pas dire ça. La science ne dit pas on saura tout, on sait tout ou on ne saura jamais. Elle dit voilà ce qui est potentiellement explicable pour le moment selon les moyens de la science d'aujourd'hui. Mais c'est humble de dire ça. C'est beaucoup plus humble de dire voilà ce que potentiellement on peut dire aujourd'hui, enfin quelles sont les questions auxquelles on peut s'attaquer aujourd'hui selon certains moyens de la science, plutôt que de se dire on connaît tout, ou se dire au contraire on renonce, il y a des choses qu'on ne saura jamais, et dans ce cas-là laissons le terrain évidemment, parce que vous comprenez bien qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que la science ne sache jamais certaines choses. C'est que vous laissez le terrain évidemment à des postures qui ne relèvent pas des connaissances. Merci de votre attention.